Alors d'abord bonjour et non pas bonsoir. Et je vais, comme au mois d'octobre, m'excuser pour la longueur de ma pause. Vous commencez à me connaître. Hein. Celle-ci n'est rien en regard du travail de recherche, de démarche et de mise en place que nous avons dû mettre en œuvre pour vous présenter cette exposition et notre ouvrage. Alors nous sommes heureux de vous retrouver dans cette salle pour une nouvelle exposition, même si celle-ci est un prolongement de l'exposition du mois d'octobre 2013. Elle vous permettra de retrouver la publication française, un peu relookée, il est vrai, avec de nouvelles photographies et sans publicité. Nous pouvions en effet demander à nos annonceurs un nouvel effort. Bien entendu, cette exposition n'a pas pour but la présentation de cette réédition. Non, elle annonce la parution de notre ouvrage dans sa version anglaise, Bailleul, 1914-1918, British Garrison Town, qui a nécessité un important travail et c'est normal. Et je vous engage à nous pardonner d'avance pour les coquilles qui ne manqueront pas d'exister malgré la volonté et le sérieux de cette tâche réalisée par plus de 14 traducteurs et de 2 relecteurs. Il me faut ici rendre hommage à Suzanne Paresse et à son mari pour le travail de titan que nous leur avons demandé dans la relecture et souvent dans la réécriture. Également, je tiens à remercier le travail des membres du Cercle et en particulier de son vice-président, Gérard Lemaire. Revenons maintenant à notre exposition, qui est réalisée avec le concours du Club des collectionneurs, dont les membres sont, comme je le disais en octobre, des sentinelles du passé, des passeurs de mémoire, toujours à la recherche de documents rares que vous pouvez remarquer dans les vitrines et dans de nombreux cadres de la salle. Je remercie le groupe Flanderjobs, toujours prêt à mettre une animation digne de leur savoir-faire, Stéphanie Nard, qui nous a prêté les affiches de mobilisation anglaise qui ornent les murs et derrière moi, enfin Guillaume Hubert, photographe à Bailleul pour sa passion de la photographie et de l'histoire, à qui nous devons le cliché remarquable en 3D. 2014 marque le centenaire de la Grande Guerre. Nous ne pouvions pas nous remémorer et partager la mémoire de ces années avec nos amis venus en 1914 du monde entier, dans notre ville et dans la région. Ce partage devait pour nous être complété par la possibilité de pouvoir se rappeler et surtout de lire, chacun dans sa langue, ou presque, les moments intenses de ces 4 années, faits de petites choses comme de grands tourments. Le 3 août, par la déclaration de guerre, la petite ville flamande de 13 000 habitants se réveille, merge en pleurs, au son de la Marseillaise, pour le départ de sa jeunesse vers un avenir de gloire éphémère. Nos soldats sont partis pour le front, si ce n'est la fleur au fusil, du moins dans l'espoir de venir rapidement, ce qui malheureusement ne fut pas le cas. Pour la ville, il ne fallut pas attendre longtemps, moins de 3 mois, pour que les bottes allemandes l'envahissent et jettent le désarroi sur l'ensemble de la population et la peur sur ces femmes obligées de payer les derniers hommes présents pour assurer leur protection la nuit. Le pillage qui suivit donna le ton des horreurs de la guerre. Le matin du 14 octobre, une autre occupation allait remplacer la première. Les Anglais, en sauveurs, s'installaient en ville. Depuis le commencement de l'histoire, la Flandre, dans sa totalité, française et belge, a été l'amie de l'Angleterre et des îles britanniques. Les hommes sont issus des mêmes peuples. Il suffit de lire le livre écrit par le commandant de la 15e brigade d'infanterie anglaise en 1918 concernant ces hommes, et en particulier les Écossais qu'il avait sous ses ordres. Je vais vous en lire un extrait, excusez mon accent anglais. Je vous le traduirai ensuite pour ceux, peu nombreux bien entendu, pour qui la langue d'Albion est plus difficile à comprendre. It seems curious, being amongst inhabitants, many of whom understood no French, but only talk Wallon or Flemish. I found my reminiscence of the South African toy came in quite usefully, but in the best communicator were the Lowland Scots, who, thanks to their own strange dialect,
managed to make themselves quite decently understood by the natives. Ce qui veut dire, bien entendu, vous l'avez tous compris, il est curieux à propos des habitants que nombre d'entre eux ne comprennent pas le français. Ils parlent seulement le wallon ou flamand. Bon, pour l'excuser, ils ne savaient pas trop. Mes souvenirs du parler en Afrique du Sud m'ont été très utiles. Mais les meilleurs communicants ont été les Écossais, qui, merci à leur étrange dialecte, pouvaient se faire comprendre rapidement des autochtones. Ainsi, le 4 août 1914, plus que la politique, c'est le cœur qui a parlé lors de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne. Il suffit de regarder cette affiche qui est derrière moi pour l'appel à la mobilisation des jeunes. Remember Belgium, souviens-toi de la Belgique. Les jeunes britanniques ont répondu à l'appel en grand nombre. Rapidement, les navires amèneront ces garçons sur le continent. Mais plus encore que les jeunes britanniques, l'Empire fait appel à ses colonies, et ainsi arriveront en France, entre autres, les contingents militaires des Indes. C'est pourquoi les Bayeullois, peu habitués, voient passer de multiples troupes, toutes plus colorées les unes que les autres. Les pays du Commonwealth viendront également grossir les contingents sur notre territoire. Ainsi, le témoignage de cet Australien, David James Wagner, qui voulut s'engager à l'âge de 16 ans. Recalé pour sa petite taille en janvier 1915, il recommence moins d'un an plus tard, et là, se prétendant âgé de 18 ans, il réussit à se faire incorporer et arrive à Bailleul après des mois de traversée en juin 1916, à l'âge de 17 ans. Mais revenons maintenant à Bailleul en ce premier jour de libération de la ville, le 14 octobre 1914. Celui-ci, a priori, ne fut pas facile pour nos libérateurs, si l'on en croit 2 cartes postales écrites en anglais indiquant la mort de 300 soldats. En remontant la rue du collège, ils sont tués par une mitrailleuse allemande postée en haut de l'église Saint-Paul. Ce sera malheureusement le début d'une catastrophe humaine, essentiellement britannique pour notre région. Il suffit de voir le cimetière militaire bayeullois où nous avons les corps de soldats de 38 nations, pour la plupart du Commonwealth. À partir de cette libération, la vie en ville, comme à la campagne, va se dérouler au rythme anglais, dans sa vie de chaque jour comme dans sa direction. Ainsi, la ville est dirigée par un town major. Elle est entre autres le cadre du quartier général de la 25e division britannique et des Artists Rifles. De nombreux régiments traversent ou stationnent dans cette petite ville, auquel les Britanniques ont donné le surnom de Houloubalou, signifiant tintamarre, vacarme, boucan. Bien entendu, comme dans toute ville anglaise, les automobilistes roulent à gauche, et où on ouvre des tiroirs. Et malheureusement pour nos agriculteurs, les Anglais font de la chasse à courre dans les champs. Hormis les agriculteurs, il faut citer également Anatole Cordonnier, propriétaire des Grapperies du Nord, qui voit son établissement réquisitionné par les troupes britanniques et qui se plaint que la fumée du tabac est néfaste pour ses ceps de vigne. Mais la plupart des Bayeullois n'ont pas ressenti cette occupation comme néfaste. En effet, les Britanniques apportaient du travail et de l'argent. Ainsi, Emma Dumay, commerçante, qui a laissé un ensemble de lettres écrites en particulier à son fils, le futur maire Natalis, nous dit « Bien que ce soit le lundi de Pâques, Marguerite est venue travailler quelques heures au bureau ce matin et Elisabeth est restée pour faire des caramels au thé. » Et bien plus tard, nous apprenons que Julia Melton était charpentière pour les Britanniques chez Dufour, rue de la Gare. Même les petites mains étaient bienvenues pour nos autres. Ainsi, ces dames de l'ouvroir cousent des napperons aux armes britanniques, ou cette autre dame repasse des mouchoirs brodés au nom des militaires. La présence de ces armées va également créer des distractions. Des cinémas vont s'ouvrir, proposant des films où il n'est pas nécessaire de connaître la langue, puisqu'ils sont muets. Les enfants ont vécu d'ailleurs ces moments de guerre, chacun selon sa sensibilité. Ainsi, l'abbé Delmotte, qui a 7 ans et demi à la déclaration de guerre, nous montre assez bien dans ses écrits les états d'âme de ces chérubins, pas si anges que cela. Ainsi, il considère que ces 4 années comme les plus intéressantes de son enfance, parce qu'elles furent 4 années d'aventure. Nous les voyons marcher, en effet, au pas des Néo-Zélandais, ou s'amuser avec des masques à gaz. Dans la ville, l'asile d'aliénés, un asile de paix pour les patients, mais également pour nos autres, friands de l'eau de ses bains.
deviendra malheureusement la cible des pilotes allemands qui visent les terrains d'aviation installés à ses côtés. Mais la ville est proche du front. Elle devient alors un repos pour les soldats après ces jours terribles passés dans les tranchées. Elle devient également un immense hôpital. Tous les immeubles publics contiennent soit une infirmerie, une pharmacie, voire une salle d'opération. Les gaz délétères feront d'immenses dégâts, en particulier parmi les troupes canadiennes. Nous retrouvons ces accents terribles de ne pouvoir rien faire dans les diaries britanniques des infirmières anglaises. Les grandes batailles de Flandre, comme celle d'Ypres et de Messine, seront pour beaucoup de soldats, quelle que soit leur nationalité, une tombe physique ou morale. Il suffit de lire le poème de John McCraw, In Flanders Fields, dédié à son ami de 22 ans, tué par un obus. Ce poème fut écrit en portant en terre ses restes dans une simple couverture. Poème que vous pouvez retrouver en fin du livre dans les 3 langues, anglaise, française et allemande. Le printemps 1918 verra le bombardement intensif de la ville par les Allemands comme par les Alliés. La population et les services publics seront obligés de l'évacuer pour partir sur les routes de l'exil. Comme l'écrit Julia Melton, racontant ces moments terribles, « De la rue de la Gare jusqu'à mon foyer, la rue du Cortincaire, parmi la fumée et la poussière, marchant sur des monts de débris, ici et là couverts de morts, ici on voyait une tête, et là un cadavre sans main ou sans pied, tous méconnaissables. Quelle triste scène à voir, et je me demande si ces moments-là, on a toutes ces facultés mentales pour pouvoir surmonter. Il y avait sûrement des miracles ces jours-là. J'arrivais enfin à ma demeure, je n'y trouvais personne. Mes parents et sœurs s'étaient sauvés avec le reste des voisins. Je ne savais quoi faire. Le toit de la maison était déjà démoli. Le dîner brûlait sur le poêle. Je regardais le moulin à café sur la table et tout ce que j'entendais, c'était le bruit des canons suivi des explosions partout. J'en suis terrifié. Et dans mon excitation, au lieu de prendre ce que j'aurais le plus besoin de mes effets, je pris une petite caisse où j'avais conservé quelques souvenirs sans valeur. Un police militaire anglais m'ordonna de me rendre à la cave de la brasserie Eusel, rue des Foulons, où il y avait déjà des centaines de personnes criant et pleurant pour leurs familles qui s'étaient sauvées sans eux. Personne n'avait vu mes parents et sœurs. Bailleul sera donc allemand d'avril à fin août 1918. Cependant, ce ne sera pour la ville comme pour ses occupants d'alors qu'une succession de bombardements, comme nous pouvons le remarquer sur les journaux de l'époque, qu'ils soient français, américains ou allemands. Libéré le 30 août, il ne restera que des ruines qui donneront naissance à cette ville neuve et nouvelle par son architecture, celle qu'aujourd'hui nous connaissons. Je termine, ne vous inquiétez pas. Cette exposition est un hommage au dévouement des soldats et au sacrifice de leur vie, quelle que soit leur nationalité. Mais aujourd'hui, elle rend particulièrement hommage à ces jeunes Britanniques et aux combattants du Commonwealth, venus mourir chez nous dans l'espoir que le monde à venir puisse un jour vivre libre et en paix. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que je vous ai donné envie d'en savoir plus en découvrant l'exposition et d'en approfondir les sujets par la lecture de nos livres, en français comme en anglais. Et enfin, qui sait, en venant nous rejoindre au sein du cercle pour avec nous continuer l'aventure de notre association. Voilà, je vous remercie. Donc Philippe, tu es président du Cercle d'Histoire et aujourd'hui tu as organisé une exposition sur la guerre 14-18. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a à voir sur cette exposition ? Oui, merci. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on fait une seconde exposition. On va dire que la première exposition qui a eu lieu au mois d'octobre 2013 était essentiellement basée sur Bailleul, 1914-1918, ville de garnison britannique, c'est vrai, mais vue par les Bailleullois. Aujourd'hui, l'exposition et le livre qui l'accompagne, en anglais cette fois-ci, montre plus une autre facette de la ville, cette fois-ci sous occupation anglaise et britannique, on va dire, plus qu'anglaise. Et donc, l'exposition par elle-même reprend plus les éléments britanniques, à savoir leur arrivée, ce qu'ils faisaient en ville, la façon dont ils ont été accueillis par la population,
En plus, cette exposition, elle est en lien avec le Club des collectionneurs de Bailleul. Ce lien est intéressant dans le sens que ces personnes, collectionneurs, possèdent beaucoup de documents qui sont relatifs à cette période et qui peuvent donc, à ce niveau-là, intéresser les Bailleullois, puisqu'on a vraiment des documents anglais pour la plupart, on va dire britanniques pour la plupart, datés de Bailleul. Donc, cette exposition, elle devient intéressante dans le sens où c'est un hommage réellement rendu à l'ensemble des jeunes, ce qu'on appelait les garçons, les boys, qui provenaient un peu partout du monde et qui étaient liés soit aux Britanniques, aux Anglais ou aux Britanniques du Commonwealth, toutes couleurs confondues. Là, on a des hindous, enfin non pas des hindous, mais des indiens, etc. Et c'est vrai que voir ces gens qui sont morts chez nous, leur rendre hommage, c'est toujours intéressant. Et dans ce bouquin, on trouve quoi par exemple? On trouve les documents du cercle des collectionneurs, on trouve des documents d'archives, des textes. Oui, alors là, au niveau du livre lui-même, le livre lui-même, donc, qui est pas réellement une copie, on va dire que c'est une relecture du livre français qui a été édité en octobre et avec des éléments différents. Alors ces éléments proviennent essentiellement du cercle d'histoire. Le Club des collectionneurs a pu passer quelques points, mais ils proviennent essentiellement du cercle d'histoire. Donc quand on dit essentiellement du cercle d'histoire, bien entendu, on ne va pas parler de documents originaux, les trois quarts du temps. Ce sont des documents qui proviennent d'archives, les archives départementales, même municipales, puisque avec le présidial, on a récupéré quand même un certain nombre de documents de cette période. Et des photographies. Alors des photographies qui proviennent également de Bailleullois, entre autres la famille Dumay. Tout le monde connaît, du moins sur Bailleul, Nathalie Dumay, même dans le Nord, puisqu'il a été quand même fondateur de la Voie du Nord, donc c'est quand même quelqu'un qui est renommé. Et donc sa famille nous a prêté des photographies, des documents qu'elle avait chez elle et qui représentaient donc la ville à l'époque de la Grande Guerre, mais vue de Bailleul. En particulier cette photographie de l'ouvroir, c'est-à-dire l'endroit où les dames allaient travailler, l'ouvroir de Bailleul, où on voit ces dames plus ou moins jeunes en train de coudre sur des napperons les armes britanniques. Et en fait, ce livre en anglais, il permet par exemple aux touristes britanniques de pouvoir connaître l'histoire de Bailleul dans leur propre langue, mais également à certains étrangers venant d'autres pays, mais qui comprennent l'anglais, de pouvoir également s'instruire sur l'histoire locale, et éventuellement aussi aux élèves des écoles, des étudiants qui cherchent à améliorer leur anglais, mais qui en fait sont aussi intéressés par l'histoire de Bailleul. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'était l'idée. L'idée, c'était vivre l'histoire de cette ville pendant ces 4 années, comme les Bailleullois l'ont vécu et ont pu la voir dans le livre en français, comme j'explique, qui a été édité en octobre à 800 exemplaires et qui est déjà épuisé, dont on a fait une réédition. Mais surtout, c'était donner la possibilité à l'ensemble des gens qui sont venus sur Bailleul, donc venus de où? D'Australie, des États-Unis, d'Angleterre, d'Écosse, donc toutes les îles britanniques, d'Inde, etc., de pouvoir se souvenir de ce qu'ont vécu leurs ancêtres. Preuve en est, les livres sont déjà prévus pour partir soit aux États-Unis, soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande, et vraiment dans leur langue. Donc l'idée, c'était d'une part de faire en sorte qu'on rende hommage
à tous ces gens qui sont venus chez nous et qu'ils puissent lire dans leur propre langue les éléments qui se sont passés ici. Ça, c'était, on va dire, 3 points. La première, c'est celle-là, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment vécu. Le second, c'est comme tu disais, je veux dire les gens qui sont passés, les Flamands belges, par exemple, ou les Allemands, qui connaissent l'anglais, connaissent peut-être moins bien le français, et ça leur permet de pouvoir justement pouvoir lire cette histoire de la ville pendant ces moments forts dans une langue qu'ils comprennent. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, comme tu insistais, et là, c'était pour moi le point primordial, c'est à savoir au niveau des écoles. Alors, quand on dit école, c'est sûr que ça va partir de la toute petite enfance, où là, c'est plus difficile au niveau de l'anglais. Quoique maintenant, dans les maternelles, ils commencent déjà à apprendre l'anglais. Hein. Mais bien entendu, les collèges et les lycées, où l'on a là 2 types de personnel. Je ne parle pas des enfants, enfin des collégiens et des lycéens, mais du personnel enseignant. Donc, les professeurs d'histoire et les professeurs d'anglais. Ces 2 ensembles de personnes peuvent être capables, à partir du livre que l'on a écrit en anglais, de pouvoir présenter auprès de leurs élèves des textes issus de la région, justement, et issus de moments qui ont été vraiment vécus chez eux. Donc on a une meilleure vision, une meilleure approche, et de là même une meilleure facilité de traduction pour ces enfants et une meilleure connaissance de leur propre histoire. Et en 2 mots, c'est où et jusque quand cette exposition? Ah oui, alors donc cette exposition, comme je le disais, elle a été faite en collaboration avec le Club des collectionneurs. Ça veut dire qu'à l'intérieur, vous allez y retrouver un ensemble de cadres qui ont été formés par le Club des collectionneurs et 6 vitrines. 6 vitrines entièrement habillées de documents originaux par le Club des collectionneurs. Et elle est visible donc à partir d'aujourd'hui, samedi 31, de 14h à 18h. Ensuite, le week-end, on va dire les week-ends et jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Et pendant la semaine, de 14h à 18h. Et ce, jusqu'au 9 juin. 9 juin au soir. Ok, merci.